Bonjour à tous, je vais juste vous donner quelques petites consignes avant de commencer. Alors déjà d'éteindre vos téléphones s'il vous plaît. Et cette conférence est filmée, donc on passera, les caméras sont derrière, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas visible. Je passerai après si vous avez des questions, après la présentation. Comme c'est filmé, il faut juste attendre que je vous passe le micro pour que ce soit bien enregistré et ne posez pas des questions, attendez bien que les réponses soient faites pour un confort. Donc je remercie Jean-Baptiste Lebré qui est docteur en archéologie et membre associé du laboratoire archéologie des sociétés méditerranéennes, qui va nous proposer une conférence sur des structures un petit peu particulières qui sont les égouts antiques et nous exposer quels sont tout l'apport que peut apporter l'étude de ces égouts. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. J'espère que vous passez d'excellentes journées européennes de l'archéologie. Et avant de commencer, je voulais remercier le Musée de la Romanité de m'avoir invité pour vous présenter ces immondes infrastructures, ces évacuations des eaux dans les villes romaines. Alors, pour commencer ma communication, je dois vous avouer qu'il y a quelques difficultés pour étudier ces installations. Et la première d'entre elles, et la plus importante, c'est l'absence de sources antiques concernant ces installations. Par exemple, Vitruve, qui est un architecte antique et qui est le seul architecte à nous avoir laissé un traité d'architecture, nous parle de ces égouts finalement que 2 à 3 fois dans son traité d'architecture, et pour nous dire finalement des choses qui sont très éloignées de l'ingénierie romaine, très éloignées des techniques de construction de ces égouts. Il mentionne ces égouts simplement pour mettre en garde les futurs architectes, notamment pour connaître les lois qui régissent la construction de ces égouts au sein des bâtiments. Le deuxième texte qui nous renseigne sur ces égouts, c'est le Digeste, donc une compilation des textes juridiques romains réalisés sous Justinien. Et elle nous renseigne plutôt sur des conflits de voisinage au sujet de nos égouts. L'égout d'un tel passe sous la maison d'un tel et il doit pouvoir aller le récurer, pouvoir aller le réparer. Et bien sûr, ça crée, comme aujourd'hui, des problèmes de voisinage. C'est comme les tailles des arbres actuellement ou des chemins avec servitude. C'est exactement les mêmes problématiques qu'on rencontre dans le Digeste avec nos égouts. Par contre, le Digeste, il nous donne déjà un indice un petit peu plus important que Vitruve. Il nous parle de 2 réseaux d'évacuation complémentaires, les réseaux d'évacuation privés et les réseaux d'évacuation publics. Donc on a déjà dans les textes juridiques du Digeste la notion d'une hiérarchisation dans ces réseaux d'égouts. Et c'est cette hiérarchisation que je vais essayer de vous montrer, notamment lors de cette conférence. Alors, en plus du peu de sources antiques que nous avons sur ces structures particulières, il faut noter un certain désintérêt des chercheurs jusque dans les années 90 et surtout 2000. On aurait pu croire en effet qu'avec l'absence de sources historiques, les archéologues se seraient empressés d'étudier ces structures. Il n'en est rien. Alors, plusieurs raisons pourraient expliquer ce désintérêt. Tout d'abord, l'image détériorée de ces structures. Dans nos sociétés modernes marquées par les théories hygiénistes du XIXe siècle, le caractère infâme des écoulements que l'on associe fréquemment aux égouts a pu rebuter certains archéologues, par crainte peut-être d'une contamination. Si d'autres activités mal perçues à la période contemporaine n'ont pas attendu aussi longtemps pour intéresser les érudits et archéologues, notamment par exemple les rites funéraires, la mort, c'est tout simplement qu'il y avait la présence de beaux objets dans ces tombes. Dans les égouts, il est rare de trouver un trésor monétaire ou une statue en marbre, je vous l'avoue. Enfin, l'intérêt tardif accordé au réseau d'évacuation antique peut être lié à leur accès relativement difficile du fait du caractère souterrain de ces structures. Mais pareil, cette dernière explication est à tempérer puisque les aqueducs, qui sont finalement, sur la plupart de leur parcours souterraine, ont fait l'objet d'études de manière beaucoup plus précoce. Donc c'est bien l'eau sale
qui semble avoir rebuté la plupart des érudits et des scientifiques. Alors, vous avez de la chance, vous, à Nîmes, puisque l'une des premières études d'ampleur sur le réseau hydraulique, et notamment sur le réseau d'égouts, a été réalisée donc, par un Nîmois sur Nîmes, Alain Vérac, dans sa publication « Nîmes romaine et l'eau », que vous pouvez trouver dans la boutique du musée. Je ne fais pas de publicité, je n'ai pas de part dans cette publication, mais c'est vraiment une publication de qualité. Et cette publication a déjà fait le tour des problématiques hydrauliques sur Nîmes. Donc moi, je ne vais pas vous présenter encore une fois ce réseau hydraulique nîmois, mais m'intéresser à d'autres villes romaines, en Italie et en Gaule du Sud. Bon, vous inquiétez pas, je reprendrai quelques exemples abordés par Alain Vérac pour que vous ne soyez pas non plus totalement perdus. Alors, je vous parle d'égout depuis le début. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le vocable, le mot qui renvoie le plus à cette notion d'assainissement, de drainage, parce que Jean Valjean a traversé les égouts de Paris dans Les Misérables, parce que les tortues ninja se cachent dans les égouts. Mais en fait, ce mot égout est un terme assez précis. Il désigne uniquement des structures d'évacuation souterraines. Et nous, aujourd'hui, on va aborder pas seulement les évacuations souterraines, mais toutes les structures qui permettent d'assainir, de drainer, de supprimer les eaux indésirables dans un bâtiment ou dans une ville. Et donc, le mot que je vais utiliser le plus fréquemment lors de cette conférence, c'est le mot évacuation. Évacuation, c'est quoi ? C'est tous les dispositifs, justement, permettant de collecter et d'éloigner d'un bâtiment les eaux pluviales, les eaux usées, les eaux vannes ou leurs effluents. Alors, vous l'avez bien compris, c'est une définition moderne, puisque nous n'avons pas de définition latine, une définition antique, précise de ces structures d'évacuation. Alors, entamons notre description, notre découverte de ces égouts avec cette hiérarchisation du réseau qu'on entrevoit déjà dans le digeste, dans ces sources juridiques que je vous ai décrites précédemment. Alors, je vous ai dit que le réseau d'évacuation antique se décomposait en deux réseaux complémentaires. Le réseau d'évacuation individuelle. Moi, j'appelle ça comme ça. J'appelle pas ça le réseau d'évacuation privée. Pourquoi ? C'est parce qu'en contexte archéologique, on ne sait pas toujours si on fouille une parcelle privée, une parcelle publique ou une parcelle qui a un peu un statut particulier. Donc pour éviter les contresens, on emploie toujours des termes un petit peu plus généraux que les termes présents dans les sources juridiques. Donc le réseau d'évacuation individuelle, c'est quoi ? C'est le réseau d'évacuation propre à chaque bâtiment. Son rôle, c'est de collecter les eaux indésirables, que ce soit des eaux usées, des eaux pluviales, des eaux ménagères, du bâtiment pour les mettre dans un lieu prévu à cet effet. Ça peut être une fosse septique, par exemple, des puits perdus, comme dans les maisons à la campagne actuellement, ou justement, ça peut être jusque dans un égout public qui va prendre le relais de ces évacuations individuelles. Donc les réseaux d'évacuation collectifs, vous l'aurez compris, c'est en fait mon réseau d'évacuation publique, mais pareil, j'emploie un vocable un petit peu différent, un peu différent pour prendre des précautions scientifiques sur ces structures. Alors, les réseaux d'évacuation individuels, à quoi elles ressemblent ? Elles sont extrêmement hétérogènes. Souvent, elles sont de forme quadrangulaire et elles sont de taille assez modeste comparativement aux réseaux d'évacuation collective. Elles peuvent être construites avec plein de matériaux différents. En général, on utilise les matériaux qui sont disponibles à proximité. À Nîmes, vous avez essentiellement des évacuations qui sont réalisées en calcaire, puisqu'on a du calcaire de bonne qualité à proximité. À Fréjus, on va utiliser plutôt des tuiles et du grès. Même problématique. Pourquoi du grès ? Parce qu'on a du grès de bonne qualité à proximité. À Glanum, on va utiliser le calcaire local. Pareil, même problématique. On peut multiplier les exemples à ce sujet. Les évacuations collectives, elles, sont composées par deux structures bien différentes. Il y a en effet nos égouts, ces structures souterraines qu'on retrouve actuellement,
Mais il ne faut pas oublier une structure, une installation qui fait partie intégrante de ces réseaux d'évacuation antiques et qui fait partie intégrante de nos réseaux d'évacuation aussi, ce sont les rues. Puisque les rues vont collecter les eaux pluviales à leur surface. Donc il faut canaliser les eaux sur les rues pour pouvoir les diriger au sein d'un réseau souterrain. Ça, c'est dans le meilleur des cas. On va le voir en Gaule narbonnaise, donc en Gaule du Sud, on va avoir une multiplication des réseaux d'évacuation souterrains. Mais sur certaines cités, notamment italiennes, qui ont été fondées beaucoup plus précocement que nos villes gauloises, enfin que nos villes gallo-romaines, on a en fait un réseau d'évacuation qui est quasi exclusivement fondé sur le réseau viaire, sur le réseau des rues. C'est le cas notamment à Pompéi, où là, je vous ai mis en fait quelques installations que vous pouvez voir sur les rues pompéiennes. Alors ces installations permettent simplement de concentrer ou de limiter les écoulements des eaux dans certaines rues, ou au contraire de faciliter l'écoulement des eaux dans d'autres rues. Donc c'est un véritable réseau d'évacuation en fait à l'air libre. Alors, vous allez me dire, oui, bien sûr, mais c'est normal parce que Pompéi n'a peut-être pas eu le temps de mettre en place son réseau d'évacuation souterrain puisqu'elle est ensevelie par le Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Et en effet, pardon, je reviens sur cette diapositive, en effet, en fait, à la fin de l'occupation pompéienne, on commençait déjà à voir apparaître parfois un réseau d'évacuation souterrain pour venir justement combler les failles de ce réseau de surface. Et à Pompéi, les réseaux d'évacuation souterrains se développent dans des endroits justement où les eaux pluviales se concentrent le plus, c'est-à-dire à proximité du forum. Il s'agit d'une grande place d'allées, donc qui limite les infiltrations des eaux pluviales. Donc il faut absolument justement pouvoir drainer le plus rapidement possible ces eaux pour éviter tout risque d'inondation. Donc on a le développement du réseau d'évacuation autour de cette place. On a le développement du réseau d'évacuation souterrain à proximité de l'entonnoir, qui est un véritable entonnoir, le théâtre, pardon, qui est un véritable entonnoir justement pour les eaux pluviales, et vient aussi évacuer les deux thermes principaux publics de Pompéi, et notamment les latrines de ces thermes qui pouvaient accueillir une trentaine de convives. Donc pour éviter de devoir vider des fosses tous les 4 matins, elles sont reliées assez précocement en fait, à un réseau d'évacuation souterrain. Alors ces réseaux d'évacuation souterrains, justement, ici, pour l'époque romaine, adoptent des dimensions extrêmement importantes. Puisque, par exemple, vous avez des évacuations collectives à Nîmes qui font parfois 3 mètres de largeur sur 1,80 m, 2,20 m de hauteur, qui sont des structures entièrement souterraines. À Fréjus, on a même le même cas, à Saint-Romain-en-Galles, enfin Vienne, Lyon, enfin dans toutes les grosses agglomérations romaines, dans tous les chefs-lieux de cités romains, vous avez ces réseaux d'évacuation collectifs importants. Voilà, par exemple, la carte de Fréjus, ici, vous voyez que tous les traits bleu ciel correspondent à des évacuations qui ont été observées. Donc imaginez qu'il y en a beaucoup plus, quasiment sur la totalité des rues de la ville romaine. Et vous avez également le plan ici de Nîmes que j'emprunte à Alain Vérac dans sa publication que je vous ai présentée en début de conférence, où vous voyez aussi qu'il y a beaucoup plus d'évacuations souterraines qu'à Pompéi. Alors Pompéi n'est pas le seul exemple italien où le réseau d'évacuation de souterrains est très peu développé. Je pense notamment à Norba aussi, qui est une cité pareille, qui a périclité et qui a cessé d'être occupée assez précocement. Donc il n'y a pas eu cette installation de réseau d'évacuation souterrain. Voilà, je vous remets la carte de Pompéi pour que vous puissiez visualiser donc la différence entre les réseaux développés de Gaule du Sud et les réseaux de Pompéi. Alors, comme pour nos réseaux modernes, la liaison entre ces réseaux d'évacuation de surface qui sont formés par les rues et les réseaux d'évacuation souterrains, nous avons certaines installations particulières qui font cette transition. Ce sont bien sûr les bouches d'égout qui ont, vous voyez, finalement des formes assez similaires d'une cité à une autre. J'ai pris quelques exemples ici
dans la partie occidentale de l'Empire romain. Et justement, ces formes extrêmement homogènes de bouches d'égout nous permettent de nous interroger sur l'existence d'un véritable kit romain, un kit italien un petit peu, qui vient s'imposer sur tout le territoire de l'Empire romain. Alors, je ne vous parle pas ici de structures en bois, mais il faut penser, bien sûr, que ça existe. Dans les régions plus septentrionales, nous avons des évacuations qui sont totalement en bois. Tout simplement pourquoi ? Parce que les matériaux disponibles dans le nord, ce sont du chêne, du pin, etc., etc. Alors, vous pouvez peut-être penser que ces évacuations individuelles que nous avons vues, ces évacuations privées, viennent se greffer de manière un petit peu anarchique sur les réseaux d'évacuation collectifs. Il n'en est rien. En fouille, on arrive justement à essayer de montrer, qu'il existe un véritable projet urbain autour de ces réseaux d'évacuation. Ici, vous avez le cas du site archéologique de l'îlot Camelin à Fréjus, fouillé par le service archéologique et du patrimoine de la ville de Fréjus, fouille auquel j'ai participé, et je remercie Pierre Escoffon de m'avoir fait parvenir la documentation liée à ce site archéologique. Et vous voyez ici toutes les évacuations de tous les états du site archéologique qui ont pu être retrouvés. Donc le site archéologique, en gros, ici, est occupé du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Et on compte à peu près 70 évacuations différentes qui ont pu être retrouvées sur le site. Ce que vous avez au milieu donc, des deux grands collecteurs, des deux grandes évacuations collectives, ce sont que des évacuations individuelles qui permettent de drainer, d'assainir des bâtiments qui se développaient ici au milieu des deux rues. Et on a tout regardé, on est allé dans les différents collecteurs et on s'est rendu compte qu'il y avait deux orifices de branchement, R11 et R6, qui, eux, ont été réalisés à l'intérieur de l'égout collectif, mais qui n'ont jamais été branchés avec une évacuation privée. Ils n'ont jamais servi. On a creusé de grandes tranchées à l'extérieur du collecteur, et en fait, ces regards débouchaient directement contre le rocher naturel, contre le substrat. Donc on a bien la preuve qu'ils n'ont jamais été connectés à un égout public. Notre hypothèse est la suivante, c'est que lors de la construction de l'égout collectif, on avait prévu des orifices pour faciliter en fait le branchement d'évacuation privée. Voilà, tout simplement. Donc on a ici vraiment la notion de projet, la notion de plan d'urbanisme qui peut être visible grâce à cet exemple. On a le même exemple également à Saint-Romain-en-Galles, où on a ces orifices de branchement aussi qui n'ont jamais été branchés, qui ont pu être documentés. Alors maintenant que vous voyez un petit peu comment ça s'organise, nos réseaux d'évacuation, on va se poser une question qui est quand même centrale. Qu'est-ce qui passe dans les égouts antiques ? Alors, bien sûr, on pense tout de suite aux réseaux d'alimentation romains, notamment les aqueducs. À Nîmes, l'aqueduc de Nîmes a été très bien documenté, donc on est vraiment là-dedans. Donc, à Pompéi, on voit apparaître notamment ces lacus. Ce sont des fontaines caractère utilitaire qui permettent d'alimenter en fait tout un quartier. Et ces lacus sont alimentés par un aqueduc en eau courante. L'eau coule perpétuellement. Et vous voyez la répartition de ces lacus à Pompéi. Donc il y a une répartition assez... toute la cité est alimentée par ces lacus. Donc toute la population peut venir boire, si je puis dire, ou utiliser l'eau en tout cas qui coule dans ces lacus. Mais ces lacus aussi, en fait, permettent d'avoir un filet d'eau en permanence qui permettent d'alimenter les rues pompéiennes et donc de limiter la pose, le dépôt de certaines fanges. Bon, alors les plus petits déchets, j'entends. Il faut attendre à Pompéi des épisodes pluvieux, des épisodes torrentiels importants pour qu'il y ait un véritable effet de chasse et que les plus gros déchets puissent être évacués à l'extérieur de la ville antique. À Nîmes, c'est également le cas. Alors, ici, vous avez en bleu en fait, la surface de l'agglomération qui est alimentée soit par l'aqueduc de Nîmes, dont le pont du Gard est l'élément que tout le monde connaît, mais aussi par la source
de la fontaine. Et vous connaissez très bien cet édifice, le Castellum, hein, le château d'eau de la ville de Nîmes. Donc il représente quoi? Il représente l'arrivée de l'aqueduc de Nîmes. Et ce château d'eau est doté de 3 bondes sur son radier qui sont habituellement fermées, mais qui peuvent être ouvertes pour laisser s'échapper l'eau de l'aqueduc directement au sein du réseau d'évacuation pour pouvoir pratiquer un effet de chasse sur une partie du réseau d'évacuation. Et pas n'importe quelle partie du réseau d'évacuation, puisque c'est la partie amont du réseau d'évacuation. Donc il va y avoir une grande quantité de collecteurs d'égouts publics de Nîmes qui peuvent recevoir les eaux directement de l'aqueduc de Nîmes. Alors cette hypothèse que je vous présente, hein, c'est une hypothèse qui a été détaillée par Alain Vérac dans sa publication de Nîmes romaine et l'eau. Alors, il y a les eaux d'alimentation. J'aurais pu parler aussi des thermes, hein. Les bassins des thermes parfois sont vidés, sont nettoyés. Pareil, un effet de chasse se produit dans les égouts à proximité. J'aurais pu parler des puits torrentiels, hein, que connaît bien sûr le sud de la France. Ça permet également de vider ces évacuations, éviter en tout cas qu'elles ne s'encrassent de manière trop importante. Mais quand on parle égout, on parle aussi eaux ménagères et surtout eaux usées. On a tout de suite cette image qui nous arrive lorsqu'on parle de ces installations. Et bien sûr, je ne peux parler égout sans parler latrine. On a l'habitude de nos réseaux d'évacuation actuels où on a de grandes quantités de déchets qui s'y déposent. Bien sûr, le tout à l'égout, mais il faut penser aussi au papier toilette. Il faut penser à tous ces éléments qui peuvent justement créer des bouchons dans les évacuations et notamment qui auraient pu poser des problèmes pour les évacuations antiques. À l'Antiquité, il ne faut pas oublier que le papier toilette n'existe pas. Nous avons d'autres éléments pour cette tâche, si je puis dire, et je vous ai pris quelques citations bien connues qui mentionnent la présence, non pas de papier toilette, mais d'éponges pour se rincer l'arrière-train, tout simplement. Donc tout récemment, dans un spectacle de bêtes, un Germain qui devait figurer au combat du matin se retira sous prétexte de satisfaire un besoin naturel. Là, prenant le bâton terminé par une éponge qui servait à se nettoyer, il se l'enfonça tout entier dans le gosier et s'étouffa ainsi lui-même. Donc il a préféré, bien sûr, se suicider plutôt que de partir au combat dans un amphithéâtre. Bref, donc tout ça pour illustrer que déjà vous avez une partie des déchets qu'on connaît nous actuellement qui ne se déversent pas dans les évacuations. Autre déchet qui ne s'évacue pas forcément dans les évacuations romaines, ce sont toutes les déjections humaines. Pourquoi? Parce qu'on les réutilise. Columel, dans son traité d'agriculture, mentionne les déjections humaines comme étant l'un des engrais les plus consistants, si je puis dire, pour servir dans l'agriculture. Vous avez également tout ce qui est urine, qui en fait est recyclé et qui est utilisé dans les ateliers de foulonica, les ateliers de foulon, en fait les teinturiers, voilà, l'ammoniac issu de l'urine en fait sert de détachant pour laver notamment les toges ou les vêtements en tout genre. Donc vous avez une réutilisation de ces matières qui est beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Pour vous donner une idée, il y a eu des comités qui sont montés à Paris au 19e siècle. Justement, on a essayé de mettre en place le tout à l'égout pour essayer d'éviter le tout à l'égout parce que vous aviez un pan économique et social qui était basé sur la récupération des déjections humaines pour pouvoir les réutiliser dans l'agriculture notamment. Donc vous avez eu ces problématiques justement au moment de la mise en place des égouts haussmanniens à Paris. Donc il ne faut pas oublier ces facteurs lorsqu'on étudie nos égouts romains. Donc vous l'avez vu, une quantité d'eau importante dans ces égouts, des déchets finalement qui sont aussi moins importants que dans nos égouts. Donc on pourrait se dire déjà ils sont efficaces. Mais on va chercher un petit peu plus loin, on va chercher notamment au niveau de la structure de ces constructions pour voir si ils ont une réelle efficacité. La réelle efficacité de ces installations,
on la mesure grâce à ce qu'on appelle l'autocurage. L'autocurage, c'est quoi? C'est l'aptitude d'une conduite d'assainissement à transporter les écoulements qu'elle reçoit sans s'encrasser. D'accord? Donc, autrement dit, pendant combien de temps une évacuation peut être utilisée sans qu'il nécessite qu'il y ait une intervention à l'intérieur de l'égout? Un des éléments essentiels pour cet autocurage, c'est bien sûr la quantité d'eau à l'intérieur de vos égouts, je vous l'ai déjà mentionné, mais c'est aussi les pentes pratiquées pour la réalisation de ces égouts. Les recommandations actuelles pour des égouts individuels, c'est une pente entre 1 et 3%. Pour les égouts collectifs, c'est entre 0,02% et 0,03%. C'est des pentes extrêmement faibles. Nos Romains, bien sûr, vont avoir des pentes un petit peu plus importantes. La plupart des égouts romains que nous avons rencontrés, par exemple, sur le site archéologique de l'îlot Camelin, que je vous ai montré tout à l'heure à Fréjus, sont largement supérieurs aux recommandations actuelles. Pourquoi? Tout simplement pour gommer aussi ce qu'on appelle la rugosité des éléments utilisés au sein des évacuations. Les évacuations modernes sont totalement lisses, adoptent une forme ovoïde, ce qui limite en fait la zone où l'eau est en contact direct avec le béton. Les canalisations romaines, elles sont quadrangulaires. Donc c'est une des surfaces justement où la surface de contact entre l'eau et la structure est la plus importante. Ensuite, ici, nous n'avons pas une surface parfaitement lisse. Ici, c'est l'intérieur d'une évacuation individuelle. Donc vous avez en fait des éléments qui vont retenir certains éléments. Donc il faut avoir une vitesse, un débit important dans ces évacuations. Donc il y a eu une tendance justement à augmenter ce pourcentage de manière très importante, puisque vous voyez, on a certaines évacuations qui sont à des pentes extrêmement importantes par rapport aux évacuations actuelles, plus de 20%. Donc c'est pour justement gommer ces petits problèmes qui pouvaient avoir lieu au sein des évacuations. Pareil pour les réseaux d'évacuation collectifs. On est sur les mêmes systèmes d'évacuation avec des pentes qui sont souvent bien supérieures aux évacuations actuelles. Alors, on pourrait disserter encore longtemps sur ces réseaux. Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils ne le sont pas par rapport à nos réseaux modernes? Mais finalement, la mise en place des réseaux d'évacuation souterrains dans la totalité des agglomérations romaines ne peuvent simplement nous montrer qu'il y avait un gain pour la qualité de vie dans ces agglomérations grâce à ces réseaux d'évacuation souterrains. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et alors, qui a inventé les égouts? Est-ce que c'était avant les Romains? Il y en a d'autres? Alors non, les égouts ont été inventés de longue date. On a déjà des systèmes de drainage, en tout cas, surtout liés aux problèmes d'inondation, d'eau de pluie plutôt que des eaux usées, de drainage sur les oppidums. En Gaule du Sud, on a des évacuations donc, destinées uniquement au drainage et aux eaux de pluie, à Ambresomme, à Anserune. On a plusieurs éléments comme ça qui datent du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, ça c'est pour la Gaule du Sud. On a ces éléments qui arrivent ici à l'âge du fer, mais bien sûr on pense tout de suite à la Cloaca Maxima. Cloaca Maxima, donc, qui est l'égout principal de Rome, qui a permis de drainer tout l'espace qui va devenir le forum romain. Ça c'est une construction étrusque. Voilà. Donc ici, on est sur aussi des dates extrêmement hautes. Et justement, on est en train de mettre des études en place pour essayer de voir l'influence etrusque sur la forme des réseaux d'évacuation romains, chose qu'on n'a pas encore totalement identifiée. Mais voilà, vous avez aussi à Alba Fucens, qui est une cité en Italie, qui est fondée assez précocement, où là on a des cuniculi, donc c'est des réseaux d'évacuation collectifs qui sont creusés à même la roche, et pareil, qui sont sur des dates extrêmement hautes. Voilà. Donc étrusque, on a aussi des initiatives typiquement gauloises, alors peut-être sous l'influence du grec, pourquoi pas, mais voilà.
On a des réseaux d'évacuation à partir du moment où en fait on a une concentration humaine importante. Voilà. Pour construire ces égouts dans une cité soit nouvelle, soit une cité déjà bien urbanisée, il faut bien sûr programmer, faire des plans, trouver une entreprise, etc. Et après, une fois que c'est construit et qu'il y a des raccordements, il faut aussi une gestion, une administration. Est-ce qu'on a des éléments Alors, on a le texte sur la gestion des eaux, c'est bien sûr Frontin. C'est le curateur des eaux à Rome, donc c'est l'administration qui gérait aussi bien l'alimentation des eaux que l'évacuation des eaux, mais aussi la gestion du Tibre, de ces inondations, etc., etc. Donc on a ces éléments, notamment en épigraphie. Alors on a Frontin. En épigraphie, malheureusement, souvent, on a des notables de toutes les agglomérations qui se vantent, si je puis dire, d'avoir créé une fontaine, d'avoir créé ça, d'avoir créé ici. Et en fait, on a de très rares inscriptions qui mentionnent « nous avons fait construire des fontaines », mais aussi le système d'égout qui allait avec. Alors nous avons, de tête, nous en avons une mentionnant un procurateur des eaux du Tage et des égouts. Et c'est une des seules inscriptions qu'on ait. Les égouts sont rarement mentionnés finalement dans les textes. Même dans Frontin, dans mes souvenirs, il y a une page peut-être consacrée aux égouts. Donc il y a une administration des eaux. Et méthodologiquement, en archéologie, pour l'instant, on a tendance à séparer le réseau le réseau d'alimentation des réseaux d'évacuation. Mais en fait, on ne peut comprendre ces réseaux hydrauliques justement qu'en les étudiant dans leur ensemble. Donc les administrateurs des eaux s'occupaient autant de l'alimentation que des évacuations. D'où justement cette possibilité d'avoir ces plans d'urbanisme. Alors après, est-ce qu'il y avait des cartes? Est-ce que cette organisation était sur le long terme, plusieurs siècles, puisqu'on a des égouts qui sont réutilisés pendant 1 à 2 siècles? Est-ce que ça restait dans les mémoires, justement, ces orifices qui étaient déjà aménagés? J'en doute. Pourquoi? C'est parce que parfois, on arrive à côté des collecteurs, on voit des fosses qui se creusent après, et les égouts sont percés de manière un petit peu anarchique, justement, et n'utilisent pas forcément des égouts proprement aménagés, des orifices proprement aménagés au sein des réseaux d'évacuation collectifs. Donc il y a une gestion, ça c'est sûr. Jusqu'à quel point elle est véritablement efficace et pendant combien de temps, ça c'est quelque chose qui reste pour l'instant à définir. Et donc dans la gestion, est-ce qu'il y avait une taxe d'habitation si on construit Alors, je vous avouerai que je ne suis pas spécialiste en texte juridique de l'époque romaine. Concernant les taxes, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, concernant par exemple Pompéi, où on a justement ces systèmes de faux septiques, où on n'a pas ce tout à l'égout, comme dans les autres cités, on a des inscriptions mentionnant récupération des déchets des fosses, dit as. Voilà. Donc on a une sorte d'entreprise qui se monte et qui viennent vider les faux septiques pour les particuliers. Donc est-ce qu'il y a une taxe d'habitation? J'en doute, mais en tout cas, c'est prévu. Et après, quel pourcentage de ces impôts était destiné à la gestion des réseaux? Je sais qu'à Nîmes, l'eau pose problème parfois. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans tout ce que vous avez montré dans Nîmes? Et ça se visite que, enfin, je ne sais pas comment vous avez accès. C'est sous les bâtiments, sous les rues, Alors Alain Vérac a fait un peu la tortue ninja justement dans ses égouts nîmois. Donc c'est par la poursuite de travaux, grâce souvent aux fouilles de l'INRAP. Ça c'est la majorité des travaux qui ont permis de mettre au jour ces évacuations, que ce soit dans le quartier des Hespérides, où là on a retrouvé des évacuations, c'était des fouilles préventives. Sur le site de Villa Roma, où là c'était pas encore l'INRAP, mais c'était l'ancêtre de l'INRAP qui fouillait. Donc là ça a été des fouilles, on a pu dégager, on a pu rentrer dans les égouts, on a même pu les
démolir pour voir justement complètement leur mode de construction. Dans les arènes, certains aménagements un petit peu particuliers des arènes destinées aux évacuations que je ne vous ai pas montré aujourd'hui sont accessibles, mais gardés. Hein. Il faut une clé, il faut avoir un pass, etc. etc. Vous avez un égout sous la porte d'Auguste qui a été fouillé, qui est encore accessible plus ou moins, mais pareil, avec des raisons de sécurité, il n'y a aucun accès public. Sous le site des Halles, lorsqu'elles ont été rénovées, il y a eu des fouilles aussi qui ont été réalisées. Donc, la plupart du temps, c'est des fouilles archéologiques et de sauvetage, enfin, ou en tout cas préventives. Donc, ces égouts ne sont plus visibles. Voilà. C'est sous la maison Carré, je crois qu'il en reste 2-3, mais qui n'en sont pas accessibles au public. Voilà. Dans mes souvenirs, en tout cas. Ou sinon accessibles, mais sur demande. Oui, monsieur, une question qui suit sur la technique de fouille. Quand vous avez affaire à une canalisation installée pour des besoins individuels, dont la taille est beaucoup plus réduite, donc on ne peut pas l'explorer en passant dans des égouts qui font 1 mètre de haut, puisque par définition là, la taille de la canalisation est beaucoup plus restreinte. Quelle est aujourd'hui la technologie la plus efficace, enfin, qui peut exister pour explorer la canalisation sans creuser? Est-ce qu'il existe des robots à tête chercheuse, des sondes, des équipements qui permettent d'explorer des canalisations aussi étroites sans ouvrir le sol? Alors, donc là, en effet, la technique la plus simple, c'est d'ouvrir le sol. Et vous voyez que ces petites canalisations, en fait, sont la plupart du temps couvertes, hein, puisqu'il s'agit de structures au moins semi-souterraines, sinon souterraines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on enlève la couverture et on fouille. La fouille, c'est de la destruction, il faut le savoir. Nous, nos données, on les récupère en détruisant les vestiges. Hein. Et après, pour des soucis de médiation, on va décider de garder tel ou tel vestige. Ensuite, donc ça, c'est lorsque les égouts sont enterrés et lorsque les égouts sont bouchés. Puisque souvent, il y a eu un colluvionnement progressif et ces égouts sont totalement bouchés. Lorsque ces égouts sont totalement vides, on a le cas de ces égouts souterrains. Vous voyez en haut à Fréjus, ils sont au moins à moitié vides. On n'a pas eu besoin de vider la moitié du collecteur là, pour voir ce que vous voyez. Ici, donc, on éventre l'égout, on rentre dedans. Ou sinon, il existe bien sûr des drones munis de caméras qui permettent au moins de voir l'orientation hein, avec une boussole, etc. pour nous pouvoir faire après ces plans. Parce que les évacuations, c'est très intéressant d'en fouiller de très longues, hein, sur 15-20 mètres, puisque comme ça, on peut voir aussi toutes les reconstructions de ces évacuations, hein, toutes les rénovations sur ces évacuations. Ça nous intéresse énormément. Notamment à Glanum, vous avez une partie du collecteur central que vous avez en bas ici à droite, qui est construit de manière assez précoce sur des techniques plus ou moins helléniques. Mais vous voyez après, au-dessus, là, vous avez des moellons typiquement romains. Vous avez des reprises à la période romaine, à la période augustéenne. Donc ça nous intéresse. Mais avec le drone, on va avoir en fait la longueur des réseaux conservés, leur orientation, et si on a un petit peu de chance, parfois la pente lorsque le radier est totalement vide. Voilà. C'est à Pompéi en ce moment où les rares canalisations souterraines sont analysées par drone, mais pas drone volant, drone type voiture télécommandée, hein, ça ressemble un peu à ça, qui permettent de pénétrer au sein des égouts. Quelles sont les entreprises qui fournissent ce type de drone là? Alors, il y a plein d'entreprises maintenant privées qui se sont montées hein, depuis que les drones sont soumis à des permis. Donc, souvent, on passe par des prestataires privés, mais de plus en plus, le CNRS forme des gens au pilotage de drones et va acheter ce type de drone. Voilà. D'accord, merci. Et une fois qu'on est sorti de la ville, ça s'évanouit dans les champs ou ça va dans alors les non, rivières? alors là en une demi-heure, c'était difficile de tout montrer de ces égouts. Alors
Nous, on raisonne avec les mêmes techniques d'ingénierie que les hydrauliciens actuels. Donc on a des modèles, ça s'appelle des bassins d'égout, où on arrive en fait à savoir où les écoulements principaux vont se déverser. Nous, après, on fait des carottages, ou sinon on a la chance d'avoir des fouilles, et on arrive souvent à mettre en évidence des lieux de rejet type marécage. Mais le plus simple, c'est souvent la rivière du coin, le fleuve du coin. Alors c'est des réseaux, oui j'ai oublié de le mentionner, bien sûr à l'époque antique on est sur des réseaux unitaires. Hein. Dans les réseaux d'évacuation collectifs, vous avez mélangé les eaux usées et les eaux pluviales. Hein. Vous n'avez aucun tri qui est réalisé à l'intérieur de ces évacuations une fois que le déchet est tombé à l'intérieur. Donc voilà, par exemple, tout simplement à Vienne, c'est le Rhône, l'exutoire des égouts. À Fréjus, c'est la mer. À Marseille, c'est la mer. À Nîmes, alors à Nîmes, c'est plutôt le coin de la gare. Voilà. C'est par là qu'on retrouverait une zone humide. Il y a eu des fouilles qui avaient été réalisées pas très loin du triangle de la gare actuelle. Et on avait pu mettre en évidence qu'il y avait certainement une sorte d'anciens cadereaux, peut-être pas un cadereau, vous savez, voilà, vous les connaissez les cadereaux à Nîmes, voilà. Donc on utilise aussi ces sortes de oueds, hein, ces cadereaux, ces petits cours d'eau à régime torrentiel, pour balancer, si je puis dire, tous les déchets liquides qui sont après transportés jusqu'au Vistre. Voilà. D'autres questions ? Eh bien, je vous remercie. Merci à vous pour ce passionnant exposé.